Alors, je me présente, Félix Bussière, je travaille au pôle des entreprises d'économie sociale de la région de la capitale nationale. Bienvenue à cette troisième activité de la série Changement de cap, une série de conférences et de panels dédiés à la transition socio-écologique. Donc, il y a déjà eu d'autres activités par le passé de la série et il y en aura d'autres à venir. Donc, si vous voulez rester au courant, on vous invite à vous abonner à l'infolette de la série Changement de cap pour rester informé. On va vous mettre le lien dans le chat et voilà. Puis, pas de danger, c'est une infolette vraiment dédiée seulement aux Hmm. activités de la série Changement de cap. Donc, vous n'aurez pas plein de publicités et d'annonces à tout bout de champ. Donc, c'est une série seulement pour que vous soyez les premiers informés des prochaines activités. Je tiens à remercier certains partenaires qui permettent de rendre cette activité possible. Alors, c'est en partenariat avec le Réseau de recherche en économie sociale et solidaire, la Caisse d'économie solidaire Desjardins, la collectivité Zen de Québec et trois autres pôles d'économie sociale, donc celui du Bas-Saint-Laurent, de l'Estrie et de la Chaudière-Appalaches, qu'on nomme aussi la Tresca. À savoir qu'il y a 22 pôles régionaux d'économie sociale au Québec avec un rôle de développer l'économie sociale. On est là pour faire émerger de nouveaux projets collectifs dans les différentes régions. Donc, si vous êtes vous-même dans le développement de projets collectifs, je vous invite à contacter le pôle de votre territoire. On couvre vraiment tout le Québec. Puis, on est là pour vous aider. Donc, vous pouvez rejoindre l'un des 22 pôles. Puis, si vous êtes dans la région de la capitale nationale, pour nous, au pôle CN, ben, vous pouvez suivre notre page Facebook, entre autres, pour suivre nos prochains événements, puis rentrer en contact avec nous, puis connaître tous nos services. Voilà. Alors, pas plus de petites annonces pour ce midi. On va être maintenant prêt pour rentrer dans notre sujet d'aujourd'hui avec quand même beaucoup d'inscriptions qu'on a eues. Les gens vont rentrer en cours de route. On a eu plus de 200 inscriptions à l'activité. Alors, le thème d'aujourd'hui, transition intérieure, du désarroi à une quête de sens dans un monde en basculement. Vous avez vu, on vous a mis une petite question en introduction là, pour vous faire patienter. Alors, ben, c'est encore temps de répondre. Donc, la question c'était, écrivez en un mot à quoi la transition intérieure fait référence pour vous. Donc, c'est intéressant de répondre parce qu'on va y revenir tantôt avec nos panélistes dans une discussion. Avant que je vous présente l'ensemble de nos panélistes, je vais inviter Charles Baron, qui va être un de nos panélistes tout à l'heure, un petit moment de connexion pour, avant de rentrer trop dans l'intellectuel, c'est vraiment pour se placer et se connecter ensemble. Super, ben merci Félix. C'est un plaisir de voir des visages connus et aimés. Alors, bonjour les amis. Écoutez, donc pour débuter ce moment d'échange puis de réflexion, ce qu'on souhaitait, c'était vous inviter à prendre un moment pour prendre conscience de vos sens. On est beaucoup dans un monde qui est animé par l'intellect, puis quand il est question de transition intérieure, on dirait qu'on doit prendre appui sur quelque chose de plus profond en soi. Alors, c'est de voir comment on peut habiter son corps en ce moment, prendre conscience du contact de la chaise sous nos fesses, par exemple, du mouvement de notre respiration. Prendre conscience aussi de l'expérience de l'espace en soi, puis de l'espace autour de soi. Ça peut être l'espace derrière soi, au-dessus de soi, en dessous de soi. Euh, c'est intéressant aussi dans cette idée-là d'ancrage dans nos sens, de voir si on peut observer des éléments du vivant, donc soit des personnes vivantes autour de nous qui bougent. Ça peut être, si on peut voir un arbre par sa fenêtre comme moi, voir les feuilles bouger, voir le chatoiement de la lumière qui se pose sur nos meubles, sur nos murs. Alors, voilà. Donc, simplement prendre ce petit temps pour arriver. Mm. Puis donc, notre invitation, c'est de, de vous sentir partie prenante de cette rencontre, mais sans quitter cet espace intérieur qui est le vôtre, cet espace sensible en vous. Alors, Félix. Merci Charles. Alors, on va entrer dans le sujet et je vais commencer par présenter nos trois invités. D'abord, Charles, que vous avez entendu, Charles Baron, qui est professeur titulaire spécialisé en leadership et en innovation collective à la FSA de l'Université Laval.
Bonjour Charles. Bonjour. Isabelle Fortier, qui est fondatrice d'Ego Eco et formatrice en égo-psychologie. Bonjour Isabelle. Bonjour. Et Isabelle Béliveau, qui est fondatrice et directrice générale d'Écomotion. Bonjour. Allô Isabelle. Alors, je vous présente pas plus que ça. Je vais vous laisser vous présenter. Donc, d'entrée de jeu, c'est ça. Vous présentez, puis présentez également votre parcours et comment vous êtes arrivé à faire des liens en vos domaines de pratique dans lesquels vous étiez et les causes de la crise écologique. Isabelle Béliveau, d'Écomotion, qui portait garant pour débuter quand c'est la glace. Je te laisse parler. Oui, ben merci. Je suis très contente d'être là ce matin. Je vois plein de gens aussi que je connais dans la salle et d'autres que je connais pas. Fait que je suis vraiment contente de faire votre connaissance. Donc, ben, comme Félix le dit, je suis fondatrice de l'entreprise d'économie sociale, d'ailleurs, Écomotion. On est spécialisé dans la santé mentale collective, donc on accompagne les gens justement dans leur transition intérieure. Mais à la base, moi, je suis environnementaliste de formation et même technicienne en écologie. Donc, je suis, depuis toute petite, j'ai un intérêt très grand pour la nature. Il faut savoir que j'ai grandi aussi à côté d'un boisé. Donc, mon identité environnementale a été développée très jeune, c'est-à-dire que ce qu'on fait à l'environnement, mais c'est comme si on me le faisait à moi-même. C'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment de barrière entre moi puis le vivant, depuis tout jeune d'ailleurs. Fait que ça, c'est une première chose. Puis, justement, à 7 ans, le boisé adjacent à ma maison a été complètement rasé. Et je dirais que c'est là un peu le point tournant ou l'élément déclencheur qui a fait en sorte que je me suis intéressée par la suite à tous les enjeux collectifs, mais particulièrement aux enjeux écologiques. C'est pour ça aussi que je suis allée étudier en écologie puis en environnement, parce que le désir de protéger le vivant est né lorsque on m'a enlevé le lien avec le vivant. Donc, ça, je pense que beaucoup de gens peuvent se reconnaître dans ce témoignage-là. Puis, je veux vous dire que si vous êtes là aujourd'hui, que le sujet de la transition intérieure vous appelle, c'est possiblement parce que il y a quelque chose dans votre relation au vivant qui a été chamboulé, qui a été bouleversé à travers votre parcours. Donc, un vraiment bel endroit pour réfléchir là-dessus, puis avancer avec ça. Donc, quand je me suis rendue en études en environnement, j'ai constaté d'ailleurs qu'il manquait vraiment dans ce domaine-là la dimension sensible. Je me disais, ça n'a pas de bon sens qu'on se fait bombarder de mauvaises nouvelles, qu'on voit l'état de notre planète se dégrader, qu'il y a plein d'enjeux sociaux reliés à ça, puis qu'on ne prend pas en compte la dimension émotionnelle de tout ça, parce que les émotions, au final, impactent notre capacité à changer le cours des choses. Donc, c'est pour cette raison-là que je me suis spécialisée ensuite en psychologie environnementale, en éco-psychologie. Puis, ben, ça fait 5 ans maintenant que j'accompagne des gens, comme je le disais, dans leur transition intérieure. Je pense que c'est une transition qui ne peut pas, en fait, la transition écologique et la transition intérieure vont ensemble, elles doivent être faites en même temps pour qu'on les réussisse, ces transitions-là. Merci. Merci Isabelle. Euh, Isabelle Fortier, je ne sais pas si tu veux y aller en deuxième. Oui. Alors, bonjour tout le monde. Je suis vraiment contente d'être là aussi. Euh, Dans le fond, d'aussi longtemps que je me souvienne, j'ai toujours su qu'il y avait un lien direct entre la transition intérieure puis la transition sociale et écologique. Euh, c'est comme si je savais que ça ne pouvait pas être séparé. Puis moi, mon champ d'études, dans le fond, j'ai un parcours multidisciplinaire. J'ai étudié en éducation, j'ai étudié en coopération internationale, j'ai étudié en thérapie psychocorporelle, en écopsychologie, hein, parce que justement, j'ai une pensée systémique. Pour moi, c'est de l'inter, hein, interdisciplinaire. Je n'avais pas trouvé un sujet d'étude qui complétait ma pensée, donc je suis allée étudier dans plusieurs domaines. Puis un jour, j'ai aussi étudié en théâtre d'intervention, théâtre social. Fait que ce qu'on voit, c'est que tous les champs d'études que j'ai pris, c'était mon désir, c'était de transformer le monde que je voyais justement injuste, inéquitable et destructeur.
Donc, comment je pouvais faire pour ça? Puis, quand j'étudiais en théâtre, ben, fallait que je fasse, je trouve ça drôle à raconter parce qu'il fallait que je fasse un travail sur un artiste et j'ai choisi le révérend Billy. Puis le révérend Billy, lui, c'est quelqu'un qui a pris le persona d'un pasteur, là, puis il est à New York, puis il se met dans les centres d'achat, puis il fait des chorales, des chorales gospel anti-consommation dans les centres d'achat, tu sais. Il exorcise les caissières, tu sais. Fait que j'ai trouvé ça tellement intéressant, son point de vue artistique, que je suis allée fouiller qu'est-ce qu'il faisait, puis je suis tombée justement sur une image avec lui, le révérend Billy. Je vais vous partager mon écran. Donc, je suis tombée sur cette image-là, Ego, Écho. Et puis pour moi, quand on dit que l'art peut changer le monde, ben, ça en est la preuve parce que cette image-là, pour moi, a été marquante et transformatrice parce que j'ai vraiment reconnu que dans le fond, j'avais été élevée dans une pensée anthropocentrique où l'humain est au-dessus de la nature. Hein, puis on le voit bien dans l'œuvre qu'ils ont mis l'homme au-dessus de la pyramide, en second plan, la femme et la baleine, les mammifères, et puis on descend comme ça la pyramide. Fait que pour moi, c'était clair que socialement, on était dans une posture erronée et puis il fallait passer de l'ego à l'éco. Et j'ai choisi de mettre sur pied une entreprise sociale que j'ai appelée Ego Eco. Donc, depuis 10 ans, j'offre des ateliers, dans le fond, qui permettent aux gens de se relier à soi-même, aux autres et aux vivants. Justement pour rétablir ce lien-là qui est brisé et qui favorise la destruction personnelle et de la planète. Donc, c'est un peu ça mon parcours, c'est ça qui a entamé ce lien-là vraiment concret dans ma vie. Ça fait maintenant 10 ans. Maintenant, j'offre des formations en éco-psychologie. Puis, il y a déjà plus d'une quarantaine de personnes formées là, qui parcourent le Québec puis qui continuent à faire le travail dont on a besoin de transition intérieure. Donc, quelques personnes qui sont ici, merci d'être là, la gang. Je peux laisser la parole à Charles. Oui, merci Isabelle. Effectivement, Mm. Charles, tu parles de ton parcours. Oui, merci Isabelle. Donc moi, c'est ce qui m'a amené à m'intéresser à toutes ces questions de transition intérieure. Ben, j'ai l'impression que très tôt, je me suis préoccupé de la souffrance humaine. Ça m'a amené donc à faire mes études en psychologie. Puis, donc, je me rappelle, dès mon baccalauréat, j'écrivais un texte sur le fait qu'on vivait dans un monde qui était engagé dans une 6e période d'extinction massive, mais ça fait comme 25 ans de ça, puis c'était déjà à l'avant-plan dans ma conscience. Puis, on parle de la crise écologique, mais il y a plein de crises actuellement. On parle de métacrise. C'est comme si tous nos systèmes humains arrivent à la fin de leur vie utile. Puis, l'indicateur ultime de ça, c'est l'écologie qui en pâtit. C'est l'expression de la vie qui nous entoure. Euh, donc, c'est ça. Donc, moi, je me suis dirigé vers la psychologie par souhait de soutenir l'épanouissement humain. J'en suis venu éventuellement m'intéresser au développement du leadership, non pas le leadership compris comme le fait d'être un bon vendeur de chars, là, qui nous motive, là, des motivateurs, mais le leadership comme le fait d'en venir à reconnaître les limites de nos habitudes pour répondre à nos besoins, puis essayer d'en imaginer d'autres avec les gens qui nous entourent. Alors, donc, j'ai développé un certain nombre de cours dans cette veine-là à l'Université Laval, développement, micro-programme en développement du leadership, puis éventuellement, donc avec des notions notamment en intelligence collective, développement de la conscience, développement aussi de différentes vertus humaines fondamentales qu'on porte en nous, puis qui nous donnent accès à une sagesse intuitive. Euh, Puis donc, dans cette veine-là, je me suis intéressé aussi évidemment au stade de conscience le plus avancé, puis donc à tout le développement spirituel. Puis le développement spirituel qui me semble essentiel aussi dans le contexte dans lequel on est. Tu sais, la spiritualité, dans sa dimension la plus fondamentale, c'est d'être conscient de faire partie d'un tout plus grand qui a une intelligence, qui a une destinée, qui nous dépasse, puis qui a une sagesse là-dedans. De voir c'est quoi la juste place qu'on trouve dans ce déploiement, comment on participe, comment on co-crée notre meilleur avenir possible, mais aussi comment on porte les blessures de nos ancêtres, comment on peut être un agent de guérison pour le passé. Alors, voilà. Agent de guérison, puis aussi porteur aussi des forces de nos ancêtres. Donc, mes inspirations spirituelles ont été beaucoup le bouddhisme, mais aussi le chamanisme, les approches de Vision Quest, des choses comme ça qui m'ont beaucoup touché.
Puis j'ai même redécouvert les sagesses chrétiennes, duquel au Québec on s'est beaucoup coupé, on a rejeté la religion catholique de façon monumentale. Puis par ailleurs, comme sous toutes les institutions qui finissent par se corrompre avec le temps, derrière les tristesses qu'on a pu observer dans l'Église catholique, il y a des sagesses derrière ça qui sont magnifiques aussi, et dans lesquelles on peut puiser, puisque dans la mesure où, pour notamment les Québécois, ça fait partie de notre héritage, puis il y a des choses saines dans notre héritage aussi qu'on gagne à reconnaître, à honorer. Alors voilà. Donc, c'est ce que j'avais envie de dire à ce moment-ci. Excellent. Merci. Premier tour de piste. On va Mhm. plonger encore plus dans notre sujet sur la transition intérieure. On a fait un petit exercice avec les gens qui nous ont écrit dans le chat différents mots. Un mot. À quoi ça leur faisait penser? Transition intérieure. On a parlé de conscience, de présence, de courage, d'adaptation. Alors, vous avez regardé la liste. Mhm. Est-ce qu'il y a des mots qui Ouais. vous ont parlé? Puis c'est quoi votre définition de la transition intérieure? Isabelle, Ouais. vous pouvez commencer. Moi, j'avais le goût de commencer parce que pour moi, je trouvais ça important de rappeler là, l'origine du terme transition intérieure. Je ne sais pas si tout le monde est au courant que ce terme-là vient des années 2006 avec le mouvement des villes en transition de Rob Hopkins. Donc, je trouve ça important de le nommer parce que souvent, dans mon parcours en lien avec des militants, des activistes, j'ai quand même souvent rencontré des tensions, hein, comme si c'était soit l'un ou soit l'autre. Puis je trouve que quand on se ramène à l'origine, de dire Rob Hopkins qui travaille vraiment sur la transition écologique, énergétique, depuis 2006, que tout de suite là, il a mis de l'avant l'importance de ça, parce que si on ne change pas nos mentalités, nos émotions, notre culture, ben on n'y arrivera pas parce qu'on va être dominé par la peur, l'inertie, l'individualisme, la perte de sens. Fait que je trouvais ça important de mettre ça en place dès le début. Et puis, il y a aussi, tu sais, dans la transition intérieure, il y a aussi toute l'influence, justement, de Thich Nhat Hanh, Joanna Macy, Arne Naess, qui, eux autres, placent l'importance de l'interdépendance du vivant. Puis pour moi, c'est une clé, c'est majeur dans la transition intérieure parce qu'à partir du moment où on réalise, hein, tu sais, égo, éco, qu'on réalise en tant qu'humain notre juste place, qu'on fait partie de la nature, comme toutes les autres espèces, qu'on a un rôle à jouer, qu'on est interdépendant, qu'on on soutient le vivant et on est soutenu par le vivant, ben à ce moment-là, notre façon d'être au monde change. Comme disait Isabelle tout à l'heure, hein, quand je reconnais ça, je reconnais que ce que je fais à la nature, je le fais à moi-même. Fait que ça, c'était comme deuxième grande influence dans la transition intérieure. Puis vers les années 90-2000, Théodore Rozac puis Marie Gomez, qui eux autres ont mis de l'avant que la crise écologique, c'est aussi une crise psychique. Parce que c'est cette crise-là de la rupture entre l'humain et la nature qui amène la désorientation, la perte de sens, de l'anxiété, n'est-ce pas? T'sais? Fait que la transition intérieure, ça va être tout le chemin qui va nous amener à réparer ces liens-là avec soi-même, avec les autres, avec la nature, mais comme dans un tout euh, qui se soutient mutuellement. Hein. Donc, ça nous amène à changer nos façons de voir, de penser, sortir de la performance, de la domination, des enjeux de pouvoir pour arriver à plus de solidarité, d'horizontalité, de soutien mutuel. Donc, j'ai encore beaucoup à dire, mais je vais laisser la place à mes autres collègues. Je reviendrai plus tard sur les enjeux et les champs d'intervention de la transition intérieure. Oui, sans problème. Alors, de Charles, Isabelle, vous nous aider à définir encore mieux la transition intérieure. Ben, je vais y aller. Puis je vais rebondir sur quelques mots que j'ai vus dans le chat. Moi, les mots comme courage, sens, ça me parle beaucoup. Pour moi, ça va très près de ma définition, pardon, de la transition intérieure. Parce que pour moi, ça prend beaucoup, beaucoup de courage faire une transition intérieure. Pour moi, si mettons, je peux la définir, c'est vraiment le mouvement qui nous permet de passer du mode survie, dans lequel on se trouve le plus souvent du temps, à un mode de sécurité et d'engagement. Par sécurité, je veux dire se sentir relativement serein alors que tout bouge dans notre monde, tout est amené à changer, puis on est conscient de ça. Puis d'engagement, ben c'est
d'avoir aussi la lucidité de faire comme, OK, il y a ça qui se passe, je me réfugie pas dans mes mécanismes de défense, ou en tout cas le moins possible, et je m'engage dans une espèce de mission personnelle pour rendre le monde meilleur. OK? Si je peux, ça c'est ma définition. Fait que c'est vraiment, la transition intérieure, c'est vraiment le mouvement de passer de nos automatismes à un engagement qui est choisi pour un monde meilleur. Puis ce monde-là, tu sais, c'est pas juste de s'enlever de l'équation puis de dire, ben moi, je fais ça pour les autres, pour les générations futures. Non, tu fais ça aussi pour toi, pour ta vie. Parce qu'une vie en mode survie, c'est pas une vie. Dans le sens que c'est pas, on n'est pas, je pense pas qu'on est fait pour juste cocher des choses sur une to-do list, se courir constamment d'une place à l'autre pour accomplir finalement des objectifs qui ne sont pas les nôtres. Fait que c'est aussi pour soi qu'on fait la transition intérieure et évidemment pour les autres, justement, comme Isabelle le disait, dans un contexte où est-ce qu'on est interdépendant. Et donc, c'est un processus qui est beaucoup émotionnel, mais qui est aussi culturel parce que, je ramène la notion de courage, apprendre à ressentir sans fuir qu'est-ce qu'on vit, c'est, ça prend beaucoup de courage. Apprendre à contribuer sans s'épuiser, ça prend aussi beaucoup de courage parce qu'il faut apprendre plein de choses comme mettre des limites, comme, tu sais, vraiment savoir qu'est-ce qu'on veut, puis pas agir par pression ou par devoir. Puis aussi, ben, c'est d'apprendre à connecter aux autres d'une manière qui est plus empathique, qui est plus, euh, où on va, tu sais, justement, comme Isabelle disait, on va sortir des dynamiques des enjeux de pouvoir, puis tu sais, c'est tout ça. Puis tout ça, c'est comme, oui, on est tout au courant de ça, mais quand on l'applique, et ça, c'est une autre chose, là. Puis ça prend justement beaucoup de courage et c'est ça qui crée du sens. C'est ça qui redonne du sens à nos vies. Tu sais, au-delà des actions qu'on peut poser après, c'est ce mouvement-là de sortir de l'automatisme puis d'aller dans la sécurité, dans l'engagement, puis d'y rester. Ben, c'est ça, ça prend du courage, puis ce courage-là, il se développe surtout en communauté, selon moi. Hmm. Ouais. Alors, je peux peut-être poursuivre, mais dans le fond, il y a beaucoup de choses que les deux Isabelle ont mentionnées avec lesquelles je suis profondément en accord. Euh, pour moi, la transition intérieure revient aussi beaucoup à l'idée de reconnaître que notre façon d'exister est à l'origine des crises actuelles. En fait, ça rejoint cette idée-là de nos automatismes. Euh, Tellement de souffrances sont autogénérées. Euh, Et donc, de reconnaître qu'il y a des choses qu'on dénonce autour de soi puis qui continuent d'être vivantes en nous encore, que d'autres parts de nos identités, euh, on est habitué à un niveau de confort extraordinaire en Occident, que ça n'aille pas de soi, nos attachements, nos peurs, nos colères, euh, qui émanent souvent effectivement d'un sentiment d'être séparé, qu'on doit assurer notre survie par nous-mêmes. Euh, et c'est comme si cette posture-là n'est pas une erreur, c'est le fruit d'une évolution dans l'histoire humaine, mais c'est pas la fin de l'histoire, c'est une étape, et on arrive à la fin de cette étape-là. Et là, j'ai l'impression qu'on est appelé à opérer, à descendre de la tête au cœur, de refaire contact avec d'autres façons de se relier au monde. Euh, et si on peut ressentir la générosité de la vie, plutôt que d'avoir peur de manquer. On peut vivre une expérience de contentement. On peut ressentir de la gratitude. On peut reconnaître qu'il y a toujours eu lieu de faire confiance. Euh, et donc, de sentir comment son propre bonheur, puis le bonheur de ceux qui nous entourent, ou la viabilité de nos écosystèmes ont toujours été de pair. On est dans un monde qui est aimant comme une mère aimante va être avec son enfant. Est-ce qu'on peut ressentir cet amour-là en retour, puis voir comment on fait alliance pour la suite? Alors donc, cette notion-là de courage, je la trouve très belle. C'est drôle, j'ai une amie étudiante, Lucie, qui fait sa thèse de doctorat sur le courage. Puis une réflexion qu'on avait ensemble, c'est que le courage, la majorité des gens qui sont courageux ne se reconnaissent pas comme courageux. Ils vont juste dire, j'ai juste fait ce que j'avais à faire. Ça allait de soi.
On dit t'es courageuse. Non, c'est pas du courage, c'est juste faire ce qui va de soi. Pourquoi est-ce qu'il y a cette distinction-là entre l'expérience intérieure et extérieure? C'est que si je suspends mon sentiment d'être séparé, c'est évident. Puis le mot courage, ça veut dire opérer à partir du cœur. Le cœur du mot courage, c'est cœur. Opérer à partir d'un espace de cœur. Mhm. Ouais. Alors donc, la transition intérieure, ce que ça nous demande, c'est mourir à la forme que l'on a actuellement. On a une identité, on a des habitudes, ce sont des formes. Cette forme-là est arrivée à son terme et on peut avoir peur d'être anéanti dans le changement et c'est ce qui va se passer. On est appelé à se transformer. Et il y a quelque chose d'épeurant là-dedans. Puis comme le dit très bien les deux Isabelles, on ne peut pas faire ça seul. On peut juste le faire en se reliant. C'est trop épeurant de se vivre seul dans un moment où les choses changent de façon aussi marquée. Si on essaie de vivre ça seul, on se contracte, on se ferme, on se, on peut monter en vrille des discours même militantistes de colère puis d'attachement à des changements technologiques ou quoi que ce soit, des changements sociaux. Il faut faire la transition de la société, mais si ça part d'un espace de peur puis de déconnexion, si ça part d'un sentiment de je suis responsable pour les autres, c'est n'importe quoi. La transition, d'ailleurs, implique de l'humilité, d'accepter que ça prenne du temps. Notre civilisation arrive à son terme au bout de 325 ans. On est dans une ère du mental qui date depuis 3000 ans, qui arrive aussi à son terme. On s'inscrit dans une histoire de l'humanité qui est bien plus vaste, puis du monde qui est bien plus vaste. Ça prend du temps. Quand une civilisation s'effondre, des fois, ça prend 1000 ans avant qu'il y en ait un autre qui prenne le relais. Ça va prendre du temps. On peut faire ce qui est juste pour nous maintenant. Un pas à la fois, en restant dans l'instant. Si on essaie de voir trop loin, le mental capote. Se relier dans l'instant. Ouais. Merci à vous trois. C'est à ça d'aider les gens à se placer au niveau de la transition intérieure dont on allait parler ce midi. Il y a sûrement des gens dans la salle aussi qui sont vraiment dans la transition socio-écologique, plus dans les solutions, qui démarrent des projets collectifs, des projets d'économie sociale, qui essaient de développer un projet de tramway, des pistes cyclables, des projets concrets, qui cherchent des solutions, qui sont dans des projets qui amènent des solutions, mais comment voyez la transition intérieure dans ce grand projet de transition socio-écologique? Comment il est fondamental, pas pour vous, où il se place dans ce plan d'action, je ne sais pas comment l'appeler, cette grande stratégie, ce grand mouvement de la transition socio-écologique, c'est où vous voyez son rôle, puis à quel point il est fondamental pour vous dans le grand projet. Isabelle Fortier. Alors, je vais faire le pont aussi avec ce que Charles vient de dire, tu sais, de nous ramener au présent. Parce que, justement, moi, je tiens d'abord à remercier toutes les actions citoyennes qui sont faites par les gens qui sont ici, par les autres qui ne sont pas là, hein, dans notre conscience d'un soi écologique, qu'on appartient à ce grand tout. Moi, je suis consciente que tellement de gens supportent, hein, le vivant. Donc, c'est important de se le dire, de reconnaître entre nous ce qu'on fait, l'importance de ce qu'on fait, l'essentiel de ce qu'on fait. Puis le pont que je voulais faire avec ce que Charles disait, c'est comment, tu sais, on a, il y a comme ce stress-là, là, tu sais, du point de bascule qui souvent domine et amène effectivement cette sensation-là de peur et d'anxiété. Puis si moi j'ai beaucoup appris, moi j'ai cheminé beaucoup avec le travail qui relie de Joanna Macy, qui est une approche d'éco-psychologie. Puis elle, évidemment, son fondement est quand même bouddhiste. Et une chose qu'elle m'a enseigné que je pense que je suis vraiment en train d'intégrer, puis ça me fait vraiment profondément du bien, c'est c'est l'idée d'agir avec son cœur, comme on le disait, hein, le courage qui vient du cœur, de faire sa contribution, mais sans attendre d'une finalité. Puis ça, je trouve ça important dans la transition écologique, de dire
OK, peu importe ce qui arrive, peu importe si on y arrive ou on n'y arrive pas à ce grand tournant-là, je fais de mon mieux, j'agis, puis toute l'importance du chemin, tu sais, d'être en action dans le chemin, en solidarité dans le chemin, de faire ce qui est notre, tu sais, de ce qui est en notre pouvoir pour changer. Toutes les actions, ils ont leur place, sont importantes, mais quand tout d'un coup, je me détache de la finalité, c'est comme s'il y a un stress qui lâche. Puis, tu sais, même en me détachant de la finalité, ça ne m'empêche pas d'agir activement. Mais c'est juste une posture intérieure que je fais de mon mieux, puis en sachant que je ne suis pas seule et que tout le monde fait de leur mieux dans la situation actuelle, en tout cas pas tout le monde, mais une grande majorité de monde. Puis qu'est-ce, tu sais, l'autre bout de la transition intérieure, ce que je trouve important à se rappeler, c'est que si on se met à se débattre sur un plan idéologique, on devrait faire ci plutôt que ça, tu sais, on en a vu des genres d'arguments entre militants que ouais, mais t'as pas la bonne façon, ça devrait être plutôt celle-là. Puis, tu sais, c'est comme ça crée des divisions même entre les militants, les environnementalistes. Mais si on travaille plutôt à cette sensation-là que toutes les actions ils ont leur valeur. Puis dans la transition intérieure, moi, que je voulais nommer tout à l'heure, c'est qu'il y a comme trois grands champs d'intervention qui est comme essentiel aussi pour soutenir nos actions. C'est les composantes culturelles puis le changement de paradigme. Parce que si on veut, par exemple, on dit on crée des pistes cyclables, bien évidemment, pour que les citoyens changent leur habitude puis arrivent à prendre le vélo plutôt que l'auto, ben, ça demande un changement intérieur aussi, changement d'habitude, changement de façon de vision du monde. Puis ça, pour moi, on ne peut pas faire la transition socio-écologique si on ne change pas de paradigme. Puis je voulais citer Emmanuel Delrieux, qui ça va être un des ouvrages de référence ici. Comment garder les pieds sur terre quand tout fout le camp? Ben, elle a créé la roue de médecine de l'éco-psychologie. Puis elle reprend les grands paradigmes qu'on porte socialement et intérieurement, qu'on a introjectés pour dire que c'est quoi les changements de paradigme qu'il faut faire pour arriver à des actions qui soutiennent le vivant dans nos vies plutôt que des actions destructrices. Mais ça passe, si on ne change pas notre façon de penser, on ne va pas Mm. changer notre façon d'agir. Fait que pour moi, c'est un argument très fort par rapport aux besoins de la transition intérieure si on veut changer les actions des citoyens. Puis il y a toute la deuxième champ d'intervention, c'est la maturité personnelle, tu sais. Donc, devenir des adultes libres et responsables, être conscient que j'ai un impact dans le monde. Hein? J'ai une liberté, mais la liberté vient avec des devoirs aussi, des responsabilités. Qualité d'écoute, la conscience de la réciprocité, l'humilité. Hein? Ça fait beaucoup partie aussi de la maturation personnelle, la capacité de faire des deuils, de vivre nos émotions, puis de vivre nos émotions en groupe. Parce que, par exemple, je suis allée dans un rassemblement de militants, on parlait que peut-être qu'il faudrait un jour prendre les armes. Mais là, moi, je suis tombée en anxiété, de penser que là, hey, ah ouais, OK, peut-être que vraiment, là, on pourrait vraiment arriver à être obligé de prendre les armes. Moi, ça me déstabilisait. C'est comme si je perdais pied devant ce. C'est comment garder les pieds sur terre quand tout fout le camp, je perdais pied. Puis, vois-tu, dans cette action-là militante, à ce moment-là, où on se rassemble ensemble, il n'y avait pas d'espace pour parler de l'émotion que ça me fait vivre. Mais qu'est-ce que je fais après? Sinon, je me retourne chez nous. Ça m'a ouvert l'esprit à quelque chose qui est difficile à assumer pour moi. C'est où je vais reprendre mes points d'appui seul de mon côté? Est-ce qu'en groupe, on peut se donner des espaces pour partager nos émotions qui sont difficiles, pour qu'on n'est pas les seuls, puis que notre changement de regard peut soutenir ces émotions difficiles-là? Puis le troisième champ d'intervention de la transition intérieure, c'est toute la notion de la vie de groupe, hein? Capacité de vivre en groupe, de gérer nos conflits, de travailler à changer le monde, mais avec joie, le savoir-vivre, passer du jeu au nous. Fait que ces trois paradigmes-là, ces trois champs d'intervention-là, j'y répète, hein, changement de paradigme, changement de culture, maturation personnelle, vie de groupe. Pour moi, ça n'a pas nécessairement de rapport avec la spiritualité non plus, puis je trouve ça important de le nommer aussi, parce que Charles mentionnait ça au début, puis ça peut être réfractaire pour certaines personnes, puis ce que je cherche aussi, c'est que personnellement, est-ce que rallier hein, les gens,
ben, le bout de la spiritualité, pour moi, ça arrive qu'il advient. Hein, il advient quand je me rends compte déjà que j'appartiens au vivant. Quand je fais partie de la grande toile, puis je m'en rends compte à quel point je suis soutenue, hein, dans un espace-temps là, du temps de la planète, du temps du cosmos, ça m'amène à un plus grand qui peut être nommé spirituel ou non. Tu sais, puis on n'est pas obligé de... Les gens mélangent spiritualité puis religion. Je trouve ça important de nommer ici que ça pas, c'est pas un prérequis d'être à l'aise avec le mot spiritualité, avec le concept, mais juste de se relier au plus grand, c'est-à-dire au vivant, ben peut-être ça va t'amener dans quelque chose de l'ordre du transcendant, hein, par rapport au spirituel. Mais déjà, si tu travailles sur ces trois composantes-là dans tes sous-groupes d'action, ben ça fait une grosse différence. Merci, je vais passer la parole à toi. Merci. Pour continuer là-dessus, tu as nommé les changements de. Ben, c'est beau faire des changements de projet, des changements extérieurs, mais des changements intérieurs à faire par rapport aux valeurs, à nos croyances, si on veut. Les gens participent à ces changements-là. Charles, Isabelle, pour rebondir là-dessus, le lien avec la transition socio-écologique au sens large, la place de la transition intérieure là-dedans. Mm. Charles, si tu veux, je vais juste faire un lien avec ce qu'Isabelle vient de dire en donnant un exemple personnel. Parce que, tu sais, moi, j'ai un passé de militant aussi. Je dis passé parce que je ne milite plus comme avant. J'ai vraiment, grâce à la transition intérieure, j'ai vraiment changé ma manière de militer. Puis je vous explique pourquoi. Il y a eu un moment de ma vie où j'ai réalisé qu'on pouvait changer les lois, les technologies, nos infrastructures, tu sais, les systèmes qui sont en place en ce moment. On peut changer tout ça. Mais si nos imaginaires, si nos relations, si nos réflexes émotionnels ne changent pas, comme Isabelle le disait, bien, on reproduit constamment les mêmes logiques destructrices. Puis l'exemple personnel que je veux apporter là-dessus, c'est que justement, quand j'étais dans mon pic de militantisme, je travaillais pour la justice sociale, j'ignorais complètement les signaux d'alerte de mon corps. Et ça, le résultat, ça a été que j'ai été clouée au lit pendant 2 mois avec une mononucléose. Puis j'avais 25 ans à ce moment-là. C'est plutôt rare la mononucléose chez les adultes. Et mon médecin m'a complètement arrêté de travailler pendant plusieurs mois. Euh, et ce que j'ai réalisé de ça, parce que au début, j'étais comme complètement, j'étais comme, ben là, qu'est-ce que je vais faire si je peux pas contribuer? J'ai dû comme revenir à moi, faire une transition intérieure, une parmi tant d'autres, puis j'ai réalisé que dans le fond, à force de m'oublier au nom du bien commun, parce que c'est un peu ça que je faisais, ben j'ai répété le même schéma que je tentais de démanteler. Celui du toujours plus vite. Fait qu'au final, j'étais comme, je passais mon temps à dire, moi, ce qui est important pour moi, mes valeurs, ce qui est important pour moi, c'est de protéger le vivant. Ben moi aussi, je fais partie du vivant. Puis c'était vraiment pas me protéger de faire ce que je faisais. Donc, c'est ça aussi la transition intérieure, c'est de regarder comment on fait ces actions-là. Puis est-ce que c'est soutenable? Est-ce qu'on s'inclut dans le vivant ou nous, c'est pas grave, tu sais? Et ça, c'est quelque chose de très culturel qu'il faut revoir, là, surtout dans la société occidentale. Il faut revoir cette façon-là qu'on a de faire des actions, qu'elles soient pour le bien commun ou non, là. Euh, est-ce qu'on prend soin de nous à travers tout ça? Voilà. Hmm. Charles? Un peu dans le sacrifice, là. Mhm, tout à Pas fait. évident, là, tu sais. Ouais. J'ai toujours aimé cette notion-là de sacrifice, son entendement corrompu, son entendement fondamental. Corrompu, c'est de pas honorer la vie en soi pour servir la vie extérieure de soi. Puis son entendement fondamental, je pense, c'est de rendre sa vie sacrée. Hein, rendre sa vie sacrée. Je trouve ça fascinant d'écouter les deux Isabelles parce que c'est drôle, on a des parcours différents, puis on dirait qu'on a pogné des affaires qui se ressemblent beaucoup et des enseignements. Quelqu'un m'a dit à un moment donné, Charles, tu as l'air de croire que la vie intérieure de toi et la vie à l'extérieur de toi, c'est des choses séparées, puis c'est la même vie. Je trouve ça assez fascinant de l'entendre de ta bouche, Isabelle. Moi, le lien entre la transition intérieure puis la transition socio-écologique, pour moi, il y en a pas de séparation. C'est le monde qui nous entoure, à l'exception de la nature, c'est le reflet de notre expérience intérieure.
tout ce qui nous entoure, le mobilier, la façon dont les mots qu'on utilise pour penser notre expérience, c'est une création de notre esprit. Alors, c'est comme si de conscientiser comment on crée le monde, de s'autoriser à imaginer autrement, puis pouvoir imaginer, on gagne à le faire depuis un espace, encore une fois, qui n'est pas de l'ordre de l'intellect, mais un espace beaucoup plus senti, habité. Euh, il y a plein d'idées qui vous sont lancées à l'heure actuelle, puis j'ai l'impression que les chantiers ne manquent pas hein, sur les façons dont on peut engager la transition socio-écologique. J'ai l'impression que quelque chose dans le fait accueillir ce qui se passe. Puis moi, c'est comme j'en viens à croire à quelques principes simples, des valeurs simples, d'être dans la présence, dans l'amour, dans la vérité, reconnaître ce qui se passe vraiment, reconnaître ce qui est, oser reconnaître pour soi-même comment on participe à ce qui nous fait souffrir aussi. La foi dans la liberté, dans le fait d'honorer mon autodétermination, mais aussi honorer l'autodétermination des autres. Puis le dernier, c'est le courage, opérer à partir du cœur. Les chantiers ne manquent pas. Les occasions qu'on va avoir de se mettre en branle, de participer, ils vont être multiples. Puis on va s'enfarger, puis on va se relever, puis on va s'enfarger, puis on va se relever, puis on va apprendre. Je vous invite à avoir de la compassion pour nous-mêmes dans cette logique-là d'amour aussi, là. On apprend. L'aventure humaine n'est pas une erreur. Il y a une intelligence là-dedans. Est-ce qu'on peut faire confiance, même s'il y a des moments douloureux? Merci, Charles. Euh, je continuerai là-dessus sur le prendre soin. Le prendre soin dans les collectifs, entre autres. Euh, une des deux Isabelle, là, je pense qu'il y avait un intérêt à nous amener un peu plus loin là-dessus. On l'a vu dans le sens large, la transition intérieure, mais comment les gens, beaucoup de monde qui nous écoute, là, sont dans des projets collectifs, dans des projets militants, sont souvent avec des groupes. Alors, comment le prendre soin, c'est un élément à inclure. Comment l'inclure peut-être dans dans les collectifs qui sont dans des projets concrets, qui sont vraiment dans l'action. Peut-être que j'oublie ce morceau-là. Moi, ce que je pourrais nommer, c'est que les militants, les activistes que j'ai rencontrés, souvent, il y a comme une résistance à s'arrêter, à prendre soin de soi. C'est comme si l'état d'urgence ressenti empêche cet arrêt-là. Puis c'est pour ça qu'on revient à l'idée de l'importance de la transition intérieure puis du changement de paradigme, parce que quand on se rend compte que ce que je fais, tu sais, ce que je fais au monde, je le fais à moi-même, tu sais, dans le sens que si je ne m'arrête pas, si je m'épuise, ça a un impact sur l'environnement aussi, hein, sur ma famille, sur ma capacité de durer dans la lutte, hein. Fait que les Autochtones nous l'ont bien enseigné avec leur roue de médecine, hein. Tu sais qu'il y a différentes phases de la roue de médecine, dont la phase où, pour eux, c'est la phase de l'Ouest, c'est la phase de l'ours, hein, qui hiberne dans sa caverne. Puis socialement, on est dans une société, hein, où dans un temps linéaire, dans un temps, tu sais, on veut vraiment être productif. Fait que cette phase-là de repli sur soi, de repos, de, des moments d'arrêt, de vivre ses émotions, c'est pas valorisé. Mhm. Fait qu'il faut que ça vienne faire partie de notre changement de paradigme parce que si on ne valorise pas ce moment-là de repli sur soi, de soi de soi-même, on n'ira pas chercher nos ressources, on va travailler avec l'énergie de nos reins. Hein? Puis l'énergie de nos reins, moi j'ai fait du Qigong pendant plusieurs années, c'est notre batterie de rechange, ça. Hein? Fait que quand on a tellement poussé la machine, là, c'est l'énergie des reins, c'est les surrénales. Quand on est épuisé les surrénales, on tombe en burn-out. C'est quoi les pourcentages aujourd'hui qu'on a de burn-out dans notre société? Ça ne fonctionne pas. Il y a quelque chose qu'on doit changer. Fait que déjà, la première chose à changer, c'est ce rapport-là de dire est-ce que je peux sortir du productivisme, même dans mon militantisme, pour faire ces moments d'arrêt-là
qui vont me régénérer pour que je puisse mieux agir par la suite. Savoir si je suis consciente que je suis interreliée, je sais que pendant ce temps-là, il y en a d'autres qui agissent. Pas besoin de tout prendre sur mes épaules. C'est ce problème-là qu'on oublie qu'on est interrelié qui fait en sorte qu'on c'est une pensée individualiste qui me donne pas le droit de prendre soin de moi, tu sais. Donc, moi, je pense qu'il faut réhabiliter ces moments-là d'arrêt au quotidien, donner du temps de repos au quotidien, mais aussi dans des périodes de nos vies où ça va moins bien avant de tomber en burn-out. Est-ce que je peux entendre les signaux de mon corps? Mon corps et mon système d'alerte, hein? Hein, c'est mes sens qui sont le système d'alerte. S'il y a la boucane qui part dans ma maison, à un moment donné, je vais la sentir, puis je vais me lever, puis je vais aller éteindre le rond. Mais si je sais, je suis toujours en hyperactivité, puis mes sens sont plus là parce que tu sais, je suis comme en hypertension, ben tout va brûler, puis moi avec dedans. Donc, on peut le prendre sur le plan de ma maison personnelle, mais de notre maison collective, la Terre. Je vais dire ça pour l'instant. Merci. Puis, Isabelle, de comment ça tu voulais s'ajouter là-dessus? J'adore tout ce qui a été dit. Ben, Isabelle, je continuerai avec toi sur l'aspect de l'autre monde. Sur la transition, il y a les gens ont différentes perceptions là, du futur. L'effondrement, oui, on va arriver à changer. On va arriver dans une autre civilisation, on va changer, on va arriver dans un autre monde. Comment la transition intérieure permet d'alimenter ça, Mm. aller vers cet autre monde qui sera viable avec les limites planétaires? Mm. Ce qui est intéressant avec cette question-là, c'est que ben, ça me rappelle beaucoup des discussions qu'on a dans les ateliers des commotions. Là. Dans le fond, nous, on a un programme de 10 séances où est-ce qu'on suit des gens dans leur transformation, dans leur transition intérieure, on leur propose des outils, tout ça. Puis souvent, ce que les gens nous disent, c'est qu'ils se sentent justement entre deux mondes. C'est comme s'il y avait un pied dans le capitalisme, puis toutes les destructions, puis dans la régénération du monde. Fait que c'est une position très inconfortable au final. Puis moi, ce qu'on enseigne en fait, puis ce qu'on a déterminé à travers les 5 dernières années, là, de parler à des gens, puis d'essayer des outils, puis d'expérimenter, c'est qu'il y a 3 piliers, je vais appeler ça de même, qu'on pourrait utiliser, que s'appuyer sur pour enlever un peu de cet inconfort-là d'être un peu entre deux mondes, OK? Parce que c'est quelque chose qui est assez partagé là, chez les gens qui s'intéressent à ces questions-là. Puis ces 3 piliers-là, donc, c'est le premier, c'est de ralentir. Fait que tout ce qu'on a dit là sur prendre soin de soi, c'est prendre le temps de vivre ses deuils, ben, pas de comprendre, mais de reconnaître ses émotions, d'investiguer les besoins qui sont derrière, de répondre à ces besoins-là. Si ton corps te dit arrête, tu réponds à ce besoin-là d'arrêter, tu sais. Puis ça, c'est vraiment la composante de ralentir. On a besoin de ralentir notre monde. Comme Isabelle le disait, le nombre de burn-out en ce moment, ça fait peur, là. Je ne sais plus c'est quoi les chiffres, mais c'est extrêmement élevé dans notre société. Donc, ça, il faut que notre société ralentisse et malheureusement, on ne peut pas ralentir la société au complet. Il faut que chaque personne décide de ralentir. Le deuxième pilier, c'est diriger son leadership. C'est ça on appelle ça comme ça. Puis dans le fond, c'est tout simplement, euh, avec du soutien social, ben, c'est d'imaginer un futur qui est désirable. Donc, c'est pas un futur complètement utopique, là, où est-ce que, tu sais, c'est des licornes puis tout ça. C'est vraiment quelque chose qu'on est capable d'imaginer, on est capable de, tu sais, de trouver ça réaliste, mais que c'est mieux que présentement. Donc, quelque chose de désirable. Puis à partir de cette vision-là, on, on choisit quelle action on va poser dès maintenant pour tendre vers ce futur-là désirable. Alors ça, c'est ce qu'on appelle diriger son leadership parce que finalement, t'as une vision, tu as une direction et tu vas faire certaines actions qui vont t'amener vers ça. C'est ça, être un leader. Donc ça, c'est le deuxième pilier. Puis le troisième pilier, c'est vraiment au niveau de la communication, du soutien social. Comment
comment améliorer nos relations, comment, ben, en fait, renforcer nos liens de soutien, notre réseau de soutien, si je peux dire, comment améliorer nos compétences communicationnelles, parce que le changement, ça apporte des résistances, ça apporte de la peur, ça apporte toutes sortes de choses. Et si on n'est pas capable d'accompagner les autres dans ces émotions-là, ben, ça devient très difficile d'apporter du changement collectif. Donc, c'est vraiment les trois piliers qui nous aident à justement être dans cette position-là très inconfortable d'être entre deux mondes, puis qui nous donnent en fait des outils très concrets au quotidien à utiliser dans différentes situations pour se sentir moins happé par tout ce qui se passe. Moi, j'aime bien dire que je cultive à chaque jour une lucidité sereine. Donc, ça veut dire que je regarde le monde tel qu'il est. J'utilise pas plein de mécanismes de défense pour me dire non, non, c'est pas si pire que ça. Et sereine, ben, ça veut dire que je suis pas non plus, je capote, puis je me dis qu'il n'y a rien à faire, puis que, je suis vraiment sereine, je suis ancrée, je me sens sécure et je me sens engagée dans le changement du monde. Wow, si! C'est beau. Euh, Charles, moi, je t'amènerais sur un autre aspect qu'on a parlé un peu, mais qu'on pourrait aller plus loin. Les aspects de deuil, là, justement, de ce changement de monde, puis même de changement de monde qui a une étape d'effondrement, probablement que tu nous parles de temps en temps. Est-ce que tu veux élaborer un peu sur cet aspect-là, puis la place de la transition intérieure dans cette Ouais, étape? OK. Euh, bah boy. C'est fascinant à être entre deux mondes, donc ça veut dire qu'il y a un monde qui se termine, il y a un monde qui commence, comme on vit la transition. Donc oui, cette idée-là de faire un deuil conscient de, de ce qui s'achève, de nos attachements. Je suis toujours ahuri, c'est bête, hein, mais dans bien des gens qui se préoccupent des questions écologiques puis qui prennent encore l'avion à tour de bras. C'est qui d'un point de vue qui a littéralement aucun sens. Mais on est attaché à des privilèges d'empereur que les énergies fossiles nous ont octroyés. Il y a Jean-Marc Jancovici qui fait valoir qu'au Canada, le Canadien moyen vit actuellement comme s'il y avait 1100 esclaves qui travaillaient pour lui à temps plein. Puis ça a un coût là, en termes de pollution. Euh, on est attaché, on est attaché, on est attaché. Alors, il y a quelque chose dans le fait de reconnaître nos attachements, même pas de se juger, juste de se voir dans nos attachements, de nous observer par rapport à ça. Euh, un autre élément aussi que je trouve... Donc, il y a ce volet-là de deuil, euh, puis d'humilité. On gagne l'humilité aussi des fois à travers des expériences un peu humiliantes. À travers les histoires de travail, des fois, on gagne une utilité parce que les choses ne fonctionnent pas. De réaliser que ça ne fonctionne pas, qu'on fait partie du problème. Puis parce qu'on fait partie du problème, on fait aussi partie de la solution. Euh, je pense de façon très concrète aussi, dans la période de transition, il y a des choses très concrètes qu'on peut faire, comme le disait Isabelle. Qu'est-ce que je peux faire maintenant à mon échelle qui a du sens pour moi? Sortir de l'expérience d'impuissance pour laquelle on n'est pas si bien fait, en fait. Qu'est-ce qui relève de ce qui a du sens pour moi, puis des actions, puis de le faire avec d'autres, se relier, quelque chose qui m'apparaît vraiment, vraiment fondamental. Je crois beaucoup à la résilience solidaire pour les années à venir. Puis dernièrement, dans l'idée de changer de mode d'opération, tu sais, on est beaucoup dans une expérience de séparation, des rapports assez matérialistes, mécaniques dans notre lecture du monde, la façon dont les choses se passent. Puis moi, j'aime beaucoup le mode alternatif qui est l'idée d'entrer en résonance avec le monde, de se laisser toucher par le monde, puis voir comment on le touche. Puis cette résonance-là, elle peut se vivre aussi avec le monde invisible. Euh, Tout à l'heure, Isabelle Fortier disait, quand on parle de spiritualité, ça suscite parfois de la fermeture chez nos vis-à-vis, mais je trouve ça bon de rappeler que ça fait peut-être juste 200 ans qu'on a relégué euh, la spiritualité en dehors de nos vies. Je veux dire, si on regarde tous les écrits humains avant ça, ça a toujours été central. On pourrait dire que c'est une aliénation, puis c'est un problème de santé mentale que l'on a de ne pas reconnaître comment on est lié à d'autres formes d'intelligence qui nous dépassent. Euh, alors, on peut-on demander de l'aide à l'univers
pour affronter ce qui s'en vient. Puis aussi l'idée de s'ancrer dans un temps qui n'est pas linéaire. Puis là, c'est quelque chose qui peut avoir l'air étrange, mais reconnaître que nos ancêtres font partie de nous, que toute la résilience qu'ils ont développée quand ils ont défriché le Québec, par exemple, la force qu'ils ont développée, ils nous ont transmis leurs capacités pour que quand ce sera notre tour, on puisse y faire face. Puis si on hésite à le faire par confort personnel, dites-vous qu'il y a tous vos descendants qui attendent après vous pour que vous vous montriez à la hauteur de la tâche. Ça ne veut pas dire de faire la transition intérieure, ça fait partie de la tâche. Mourir à une forme, ça fait partie de la tâche. Cultiver son humilité, ça fait partie de la tâche. J'ai l'impression que le reste va presque en découler naturellement. Fait que par amour pour ceux qui vont nous suivre, être sensible à toute cette intelligence qui nous est accessible, si on arrête d'opérer à partir d'un mental analytique fragmenté puis séparé. On a accès à des intuitions, limite, appelons ça juste des intuitions sur les prochains pas, les gestes, les relations, les façons d'entrer en relation les uns avec les autres. Voilà ce qui me vient spontanément. Mais je dirais qu'il n'y a aucune créativité, aucun courage, aucune sagesse qui peut survenir d'un moi qui se vit comme séparé, qui pense qu'il est en charge tout seul de sa destinée. Il n'y a pas de sagesse, il n'y a pas de créativité. Merci. Merci à vous trois. On est retombé dans des sujets plus précis. Euh, il nous reste déjà 13 heures, on approche de la fin. J'avais promis quelques questions du public, puis après on va revenir, vous allez avoir votre mot de la fin, puis également vous avez des suggestions de lecture pour les gens, on va pouvoir tout mettre ça dans le chat. Alors, promis pour les gens, là, hey, 10 et quand on va avoir terminé. Mais si vous voulez lever la main, là, on pourrait prendre deux questions. C'est les gens, là, les questions qui sont venues pendant les discussions puis des sujets qu'on n'a pas abordés. J'invite à lever la main puis à poser votre question. Peut-être qu'il n'y en a pas. C'est pas un problème. Alors, ben, on va y aller avec un tour de mots de la fin. Je vois Isabelle Fortier. Ouais, c'est On ça. a écrit en premier. Si tu veux y aller, Ben, c'est parce que Charles, ce qu'il disait à la fin, il parlait de créativité, puis je trouvais qu'une chose qu'on n'a peut-être pas suffisamment mentionnée, c'est l'importance de cultiver un imaginaire, puis de nourrir notre créativité, parce que devant, euh, devant les crises, qu'elles soient personnelles ou collectives, cette capacité d'imaginer un futur meilleur, euh, c'est comme émergent, résilient, positif, est essentiel, hein, parce que si j'ai pas un imaginaire qui me supporte, comment je vais trouver la force intérieure de me mettre en action? Puis la créativité, nourrir le muscle créatif. Moi, je donnais des ateliers à un moment donné, c'est improvisation comme outil de transformation. Plus que je suis capable d'être à l'écoute, de jouer avec ce qui m'est présenté, de laisser émerger, c'est cette force-là, hein, d'écoute et de créativité qui va changer les choses. Fait que je trouvais ça important d'ajouter ça là, avant la fin. Pour l'instant, je vais nommer ça, c'est ce que j'avais à dire spontanément. Tu peux nous donner tes suggestions pour aller plus loin aussi. T'es prête? Oui, ben c'est ça. Il y avait le livre dont j'ai parlé tout à l'heure. Vraiment, je vous invite à aller voir La roue de médecine de l'éco-psychologie. Dans le livre que j'ai parlé tout à l'heure, vous allez avoir les références. On a ce superbe livre-là aussi, Reliance, manuel de transition intérieure. Il y a trois co-auteurs et il y a plein d'exercices pratiques aussi qui sont très, très, très facilement adaptables pour les différents milieux dans lesquels vous travaillez. Fait que c'est vraiment un livre, moi je trouve le livre vraiment un livre de référence à ce moment-là. On a évidemment Joanna Macy, hein, qui malheureusement nous a quittés à 96 ans le 19 juillet. L'espérance en mouvement. Puis c'est vrai que c'est ça que je voulais nommer aussi pour clore. Tu sais, Joanna, elle disait si j'aborde l'écologie d'une façon morale, il faut que je dois pour protéger la planète.
j'ai pas la force intérieure. Fait elle parle de l'importance quand je me sens reliée au vivant. Ben, tout d'un coup, ma motivation est intrinsèque, hein. Je veux contribuer, j'appartiens au vivant. C'est plus un devoir, c'est plus un acte moral, c'est un élan qui me vient du plus profond de mon être parce que je reconnais que je suis soutenue, je veux soutenir. Fait que Joanna Macy, c'est une référence. Son travail qui relie est pratiqué dans 22 pays quand même. Et voilà, ceux qui s'intéressent au travail qui relie, je donne des formations. Euh, et là, il y a une rencontre d'information sur les formations que je donne le 15 octobre en ligne, de midi à 1 heure. Ça va être enregistré aussi, les gens qui voudraient. Puis il y a plusieurs personnes que j'ai formées. Il y a Élie que j'ai vue ici, Jeanne qui donne des ateliers aussi de travail qui relie dans la région de Québec. Donc, tenez-vous informés. Voilà de mon côté. Merci. Excellent, merci d'avoir été présente, Isabelle. Alors, Isabelle et Charles, le mot de la fin, vos recommandations pour aller plus loin. Vas-y, Charles. OK, ben moi en fait, il y a quelques ouvrages pour marquer. J'ai pas les visuels avec moi par ailleurs. Et puis ils sont tous en anglais malheureusement. Celui qui me plaît beaucoup, un premier qui me plaît beaucoup, c'est Who Do We Choose to Be? Qui nous choisissons d'être de Margaret Wheatley qui décrit bien en fait les défis auxquels on fait face, puis comment on peut créer des îlots de sanité, comment on peut, qu'est-ce qu'on peut mettre de l'avant ensemble, se relier. Elle aussi souscrit à la prophétie Shambhala qu'a mis de l'avant Joanna Macy là, sur ces personnes qui se sentent à des moments de l'histoire de l'humanité qui sont critiques, de faire partie du système immunitaire de la vie, puis de la conscience, puis de se relier justement dans leurs efforts d'amener plus de compassion, puis plus de discernement dans les moments difficiles. Alors donc, oui, des choses to be de Margaret Wheatley. Sinon, il y a le livre les écrits de Hartmut Rosa sur la résonance que je trouve extrêmement puissant dans cette idée de changer notre rapport au monde pour se laisser davantage toucher. De voir comment la dynamique d'accélération dans laquelle on est inscrit à l'heure actuelle, d'expansion, de maximisation toujours plus, finalement rend notre monde sec, nous amène dans des logiques de maximisation et de contrôle qui tuent le vivant. Puis comment ça peut se jouer à l'intérieur de nous. Alors, comment on peut se désengager de ça, puis se sentir connecté à différentes facettes de notre réalité. Puis le dernier livre, un peu dans la veine des écrits sur les villes en transition, c'est Paul Hawken qui écrit Blessed Unrest, puis qui rend compte euh, de toutes sortes d'initiatives dans le monde qui sont magnifiques, de personnes qui s'engagent dans des changements sociaux, mais qui le font dans une posture de justesse. Alors, donc, trois recommandations pour ma part. Merci. Merci à toi, Charles, d'avoir été présent pour les discussions. Merci, c'était un grand plaisir. Alors, on va terminer avec Isabelle de chez Écomotion. Oui, merci. Ben, moi, comme mot de la fin, j'aimerais rappeler un peu mon motto, si ça inspire certains, la lucidité sereine. Parce que, tu sais, je crois qu'on n'a pas à choisir entre être lucide puis, tu sais, gauler nos actions pour la transition socio-écologique et être sereine. Fait que, tu sais, de garder espoir, de faire des choses qui ont du sens pour nous, qui viennent du cœur, qui viennent de notre courage. Donc, voilà, je vous invite à ne pas choisir entre les deux, mais à bien laisser cohabiter ces deux choses-là en vous. Puis, pour ma recommandation, ben, en fait, nous, on a un atelier qui est disponible sur demande, là. Donc, vous pouvez vous inscrire. Puis, en fait, je trouvais que c'était intéressant suite à avoir écouté le panel parce qu'on propose des exercices très concrets pour entamer cette fameuse transition intérieure parce on peut lire plein de choses, on peut écouter des gens en parler, mais je pense que c'est important aussi quand même de mettre ça dans notre quotidien, de mettre ça, de tenter des choses dans notre quotidien pour vivre cette transition intérieure-là plus spécifiquement. Donc, je vous propose ça. Puis ben là, je sais que je ne l'avais pas dit au début, là, je suis désolée, mais il y a le livre Earth Emotion qui, moi, personnellement, a changé ma vie. C'est de Glenn Albrecht. Je ne sais pas si je dis bien son nom, je vais l'écrire dans quelques instants. Mais c'est un livre magnifique sur tous les mots qu'on n'a pas dans notre vocabulaire pour exprimer notre relation au monde, au vivant. Puis plus vocabulaire est précis sur comment on se sent par rapport à ce qui se passe au monde, plus
on va se comprendre entre humains et plus nos actions vont être porteuses de sens. Vraiment quelque chose à, euh, à regarder si ça vous intéresse. Donc voilà, je l'ai mis dans le chat. Merci beaucoup. Excellent. Et Ben, merci. Félix, Oui. excuse-moi, juste avant, donc, les deux Isabelles ont fait référence à des offres qui sont disponibles pour elles. Puis je vais aussi mentionner donc que moi, j'offre un micro-programme en développement du leadership, donc des cours à l'Université Laval, à la faculté d'administration. Alors, si jamais c'est des choses qui peuvent vous intéresser, c'est des parcours qui sont intéressants aussi, puis qui sont voilà, disponibles. Alors, voilà pour le Oui. mot du commanditaire. C'est bon. Mais pour la suite, en fait, sachez pour les gens que tout est enregistré aujourd'hui. Ça va être mis sur notre chaîne YouTube la semaine prochaine. Donc, pour les gens qui étaient inscrits, qui n'ont pas pu venir, vont pouvoir l'écouter. Si vous étiez ici, vous voulez partager ça avec des gens aussi, vous y allez avoir accès par courriel. Euh, et également, ben, vous pouvez nous suivre pour les prochaines activités. On remet encore le lien pour suivre l'infolette de changement de cap. On ne sait pas encore exactement va être quoi le sujet de la prochaine. Alors, ça sera une surprise. Merci à vous. Et Ah, puis, il y a une main levée. une main. Ellie, à toi. Ben, d'abord, merci vraiment beaucoup pour cette discussion tellement inspirante. Puis je vois quand même plusieurs personnes qui semblent avoir un intérêt à s'engager, à connecter avec les autres qui étaient là peut-être. Puis je vois, on se partit un club de lecture. En tout cas, je me demandais s'il y a quelque chose de prévu pour mettre les gens en contact qui étaient ici. Je vois l'emoji de cool, de celle qui a proposé le club de lecture. En tout cas, moi, je suis partant. Puis c'est ça, je me dis peut-être ça pourrait être cool de juste facilement là, avoir les contacts des différentes personnes ou de pouvoir entrer en contact. Ouais. Ben, essayez de retenir vos noms, les gens que vous voulez rester en contact, parce que du point de vue des informations personnelles, on ne peut pas partager les courriels à tous les gens qui étaient aussi ici aujourd'hui. Il faudrait leur accord. Donc, essayez de Peut-être une remettre. suggestion. Tu pourrais peut-être, dans le courriel que tu vas envoyer avec le lien, juste un drive. Le monde peut mettre leur nom, leur courriel, dans quel milieu ils travaillent, s'ils veulent rester en lien. Ça pourrait être fait Oui, comme ça, effectivement, pour respecter la c'est ça. confidentialité. C'est ça. Seulement ceux qui veulent s'en vont ajouter leur nom dans ce drive-là. Ça sera volontaire. Excellent. Ben, merci beaucoup à vous trois d'avoir été là, puis merci à tous les participants d'aujourd'hui. Je Mm. vous souhaite vraiment une belle fin de journée et à une prochaine. Merci. Merci, Félix, pour l'invitation. Bye. Oui, Merci, merci. Isabelle, Isabelle. Ouais. Mhm. Merci. Bye, tout le monde.